Voilà, on va parler de fret international avec chacun de nos invités. Je vais démarrer avec vous, Perrine. Voilà, vous avez tous un micro. Perrine Duglé, donc directrice des opérations d'ADP Aéroport de Paris, donc Orly. Comment, alors on parle beaucoup de l'aéroport de demain. On l'a dit tout à l'heure. On a cité la reconnaissance faciale. Voilà, c'est ce genre de choses pour les usagers. Mais ça veut dire quoi l'aéroport de demain aujourd'hui ? Alors l'aéroport de demain, déjà, c'est un aéroport majoritairement décarboné. On en a déjà parlé lors de la table ronde précédente. Mais c'est vrai que nous, côté ADP, on s'est fixé des objectifs ambitieux avec zéro émission nette au sol sur Orly en 2030 et zéro émission nette au sol sur CDG en 2035. Donc l'aéroport de demain, c'est un aéroport moins consommateur aussi. Et par ailleurs, il y a un chiffre qui est très intéressant sur les sujets de décarbonation, c'est que l'année dernière, sur Orly, 5% des émissions de CO2 étaient liées à nos activités en propre, plus de 40% étaient liées aux accès. Donc aujourd'hui, penser aussi l'aéroport de demain, c'est revoir profondément la manière dont on accède à l'aéroport. Pour tous ceux qui fréquentaient Orly avant l'arrivée de la ligne 14 en juin, je pense que vous avez tous en tête que c'est un aéroport construit pour la voiture, un aéroport auquel on accède en véhicule. On pouvait déposer sa voiture au pied des terminaux. Et en 2024, 90% de nos salariés, 70% de nos passagers viennent en voiture. Donc aujourd'hui, en tant que gestionnaire d'aéroport, notre responsabilité aussi, c'est de repenser ce mode d'accès. Donc quand on pense transport aérien, on pense évidemment aux émissions potentielles liées aux avions, 45% en 2024, 40% liées aux accès terrestres. Donc en tant que gestionnaire, on a une vraie responsabilité. Comment on agit là-dessus ? On développe l'intermodalité. Donc moi, je travaille tous les jours dans un aéroport qui a vécu une véritable révolution des accès avec l'arrivée de la ligne 14 en juin. Dans 2 ans, on a l'arrivée de la ligne 18. On a aussi le prolongement du tramway T7. Donc c'est cette carte de l'intermodalité qu'on doit absolument jouer demain pour pouvoir apporter à nos passagers plus de confort. Parce que la congestion routière, c'est aussi un manque de prévisibilité. Vous ne savez jamais en fait à quelle heure vous allez arriver. Donc ça joue aussi sur la ponctualité de nos clients compagnies aériennes. Donc on doit absolument remédier à ce système. Donc quand on parle de qualité de service, il y a la qualité de service qui est liée à ce qu'on peut offrir à l'intérieur des terminaux. Vous parliez des parcours sans couture, digitalisés, qu'on est en train, bien sûr, de développer. Mais c'est aussi la manière dont vous accédez à l'aéroport. Aujourd'hui, c'est une courbe de stress majeure. Et quand on parle de qualité de service, c'est aussi un levier important sur lequel on doit jouer. C'est vrai que je n'avais pas forcément pensé à cette partie accès. Merci de nous l'avoir précisé. Alexandre Gallo, vous êtes PDG de DB Cargo. Alors DB, parce que Deutsche Bahn, vous êtes une filiale de l'allemand, de l'opérateur du groupe opérateur allemand, sa division fret ferroviaire. Pouvez-vous nous dire un mot un peu sur comment vous voyez ce marché du fret ferroviaire allemand, mais même européen, là où on en est un peu de la santé de ce marché ? Alors, on va parler à partir du prisme européen un petit peu. Alors, c'est un marché qui aujourd'hui souffre relativement de façon intense du ralentissement de l'économie européenne en règle générale, qui a souffert du ralentissement de l'économie allemande, qui est quand même un des moteurs des échanges internationaux en Europe, et naturellement a souffert de la crise ukrainienne, qui a vu comme effet collatéraux une forte augmentation des coûts de l'énergie qu'on a connue en 2023, et puis une augmentation de différents coûts de maintenance, coûts de maintenance des infrastructures, coûts de maintenance du matériel, avec des volumes qui ont été plutôt amoindris. Donc on n'est pas aujourd'hui sur une très bonne santé. Alors maintenant, on a aussi beaucoup d'espoir de renouveau de ce mode de transport, puisqu'on l'a vu quand même, et on l'a dit déjà, le fret ferroviaire est décarboné par essence, puisque c'est 6 fois moins de CO2 et 9 fois moins d'énergie consommée à la tonne transportée par rapport à la route, ce qui est quand même important en termes de frugalité énergétique, et ça on en a besoin aujourd'hui. Il y a des investissements. L'Europe nous apporte aujourd'hui son lot d'investissements dans le ferroviaire, et il ne vous a pas échappé que les velléités de la Commission européenne, de la présidence polonaise, de venir développer notamment le transport de matériel militaire par voie ferroviaire, pourraient nous apporter des crédits accrus en matière d'infrastructure, mais je laisserai plutôt Paul, puisque
c'est lui l'expert en domaine, réagir sur ce sujet-là. Donc on a aujourd'hui des perspectives de développement du réseau, des perspectives capacitaires qui sont importantes. Et puis on est à un point bas de l'économie aujourd'hui, donc je dirais qu'on ne peut que rebondir. Et je rebondis aussi sur ce que disait Perrine à l'instant, la partie accès aussi, c'est-à-dire avoir des trains qui emmènent du fret, c'est bien, mais pouvoir accéder plus facilement pour le dernier kilomètre, ça aussi c'est un développement. Il y a beaucoup de développement à prévoir aussi de ce côté-là. Alors ça fait partie d'un des axes. Alors en France, plus particulièrement, ça fait partie d'un programme commun entre les différents acteurs, alors drivé par SNCF Réseau, mais qui intègre l'ensemble de la filière fret, la Fédération des industries ferroviaires, le 4F, l'AFRA, qui sont l'ensemble des associations et syndicats professionnels. Ce programme Ulysse aujourd'hui, il a des volets capacitaires, des volets de construction d'infrastructures et surtout un gros volet qui est la construction de 15 terminaux multimodaux permettant justement cet échange rail-route qui est important parce que si le transport ferroviaire a fortement ralenti en 2023, avec des effets qui sont des causes qui sont différentes. On a subi l'augmentation assez dramatique de coûts de l'énergie, multiplié par 4, et on fonctionne beaucoup avec l'électricité, donc l'électricité a fortement augmenté. Et puis surtout, la crise sociale qu'on a traversée printemps 2023, et ça a eu comme effet 17% de diminution des trains kilomètres. Voilà. Et c'est essentiellement dû à la grève. Quand on parle de transport de voyageurs, un voyageur, il met 48 heures pour revenir sur le train après une grève. Pas moi qui le dis, c'est des sources SNCF voyageurs. Parce que c'est les mobilités du quotidien, parce que les gens ont besoin du train pour se déplacer. Voilà. Pour un chargeur, après une bonne grève, c'est 6 mois pour revenir sur le train. Voilà. C'est 6 mois. Et ça, c'est très très compliqué pour nous à gérer. Paul Mazato, vous êtes directeur du fret ferroviaire SNCF Réseau. J'imagine, oui, vous allez abonder dans le sens d'Alexandre sur la santé, la dynamique du fret ferroviaire. Mais comment vous adaptez, vous, justement, parce qu'il va quand même y avoir une montée en puissance à un moment. Effectivement, quand on prend un petit peu de recul, au-delà des années un peu accidentelles, et l'année 2023, Alexandre a raison de souligner, a été une mauvaise année pour le fret ferroviaire, avec une grande grève, avec l'augmentation du prix de l'énergie, avec un éboulement sur une ligne majeure entre la France et l'Italie. Si on prend un peu de recul, sur un temps un peu plus long, on est tout de même dans une perspective qui fait qu'après un déclin assez important dans les années 70, 80, 90. On est maintenant plutôt sur une tendance de redémarrage du fret ferroviaire, et en France et en Europe, pour justement mettre un peu de côté l'année 2023, nous avions une croissance importante en 2021, en 2022, en 2024, et le début de l'année 2025 est tout à fait bien orienté aussi. Alors comment essayer d'orienter cela? En substance, il s'agit à la fois d'avoir des investissements dans le domaine du fret ferroviaire, en particulier dans le domaine de l'infrastructure. Il s'agit de donner plus de place pour le fret ferroviaire, compte tenu des travaux, compte tenu du trafic voyageur. Et il s'agit d'augmenter la ponctualité de ces trains-là. Je donnerai plus de détails tout à l'heure, mais je voudrais peut-être maintenant donner une emphase sur le côté européen. Ces changements que l'on voit dans ce marché, cette nouvelle croissance, elle se matérialise souvent par des trains plus longs, notamment grâce au développement du transport combiné rail-route. On arrive à avoir des trains qui font 1000, 1500, 2000 km, sans parler des trains qui vont jusqu'en Chine, par exemple. Et donc tout cela aboutit à une demande de plus en plus forte pour du transport international, notamment à l'intérieur de l'Europe. Et pour accompagner cette croissance, finalement, on voit deux initiatives importantes. Une initiative long terme, qui est le développement d'infrastructures transfrontalières. On l'a vu en Suisse. On voit un tunnel entre l'Autriche et l'Italie qui est en train d'être construit. Mais nous sommes particulièrement concernés parce que nous avons un grand tunnel qui est en train d'être construit entre la France et l'Italie et qui sera mis en service en 2033. Et aussi, et on en parle moins, on voit des investissements majeurs côté espagnol,
notamment sur la façade méditerranéenne, des lignes qui sont désormais à écartements internationaux, et puis également des terminaux qui sont compatibles avec le réseau européen. Donc tout cela fait qu'on va avoir un appel d'air grâce à une infrastructure qui sera beaucoup plus européenne que par le passé. Cela concernera directement la France. Enfin, je voudrais surtout insister là-dessus pour parler de l'accompagnement de ce développement du fret ferroviaire européen. Au-delà de l'infrastructure physique, l'enjeu le plus important, c'est l'exploitation. L'exploitation, c'est-à-dire les horaires, c'est-à-dire la gestion des circulations, c'est-à-dire la gestion des travaux. Et là-dessus, grâce au numérique, et grâce au numérique européen, on arrive à des progrès considérables qui sont finalement beaucoup plus efficaces, à court terme en tout cas, que les progrès qu'on peut obtenir grâce à des améliorations de l'infrastructure. Et je vais illustrer ça avec un exemple très court. Depuis le mois de décembre, nous avons un nouveau trafic qui a démarré entre Poznań en Pologne et Barcelone en Espagne. 4 réseaux traversés, Pologne, Allemagne, France, Espagne. Et tout ça doit être conçu de bout en bout, de la Pologne jusqu'à l'Espagne. Les horaires, la circulation, les travaux. Il doit y avoir dialogue entre les différents gestionnaires d'infrastructures, entre les différents opérateurs s'il y a plusieurs opérateurs, et entre les gestionnaires d'infrastructures et les opérateurs. Et les technologies numériques d'aujourd'hui permettent de faire en sorte que tout cela soit conçu dès le début sous un angle qui va d'un bout jusqu'à l'autre. Ça, c'est juste un point européen, mais ce que je me souviens c'était Porsche, pour pas le nommer, qui m'avait raconté le transport ils avaient arrêté le transport de véhicules vers la Chine parce que justement le nombre de ruptures était important. Ça aussi, on travaille ça au niveau européen, vous venez de le dire, mais ça se travaille aussi vers l'Asie, par exemple. Oui, alors le transport entre l'Asie et l'Europe est effectivement bénéficie d'un potentiel de développement considérable. Énormément de croissance à la fin des années 2010. Bon, pour être très clair, c'est un peu plus compliqué en ce moment puisque ces trains passent par la Russie. Donc ça soulève géopolitique. Quelques petites questions. Alors, on parle aussi, on vient de parler de numérique, justement. Barbara, je me tourne vers vous. Donc, je rappelle, vous êtes présidente du conseil de surveillance de Michelin, mais vous faites aussi partie, vous êtes membre de l'Académie des technologies, et puis on vous a connu chez SNCF, chez Air France, vous connaissez parfaitement tout cet univers. Alors, justement, pouvez-vous nous dire quelques mots, comment rendre cette mobilité plus durable, en quoi les technologies, l'IA, vont aider un peu à plus d'efficacité opérationnelle, d'efficacité énergétique? Alors, bonjour à tous d'abord. Je voulais commencer peut-être par redonner les grands chiffres sur la mobilité et les émissions de CO2 en mobilité, parce qu'effectivement, on a plein de solutions qui sont évoquées, mais je trouve que c'est important qu'on ait ces chiffres en tête. Donc aujourd'hui, la mobilité, elle est essentiellement carbonée. C'est en France 40% de nos émissions de CO2, globalement. Et en Europe, c'est un peu moins, 25 à 30%. Pourquoi ? Parce que nous, on bénéficie du nucléaire en France qui, effectivement, alourdit la partie de la mobilité. Et au moment de la COP 21, on s'était dit, si on veut tenir les enjeux, finalement, de la COP, comment on doit décarboner, finalement, cette mobilité ? Et donc, c'était un facteur 4. Donc, il fallait que, d'ici 2050, on divise par 4 nos émissions de CO2 en mobilité. Et alors, la mauvaise nouvelle, c'est que non seulement on n'a pas diminué, mais on a augmenté. Pourquoi on a augmenté ? On a augmenté à la fois, je dirais, globalement sur le passager et sur le fret, enfin l'ensemble des frets. Pourquoi ? Parce qu'on a envie d'être plus mobile, donc on va plus loin. On a des véhicules qui sont plus lourds, on consomme plus de paquets, etc. Et donc, en fait, cet enjeu, maintenant, c'est que, Frédéric, on doit diviser par 6 nos émissions de CO2, chacun d'entre nous. Donc, vous faites votre petit calcul sur votre mobilité propre, divisé par 6 ces émissions. Et donc, on s'est penché là-dessus à l'Académie en se disant, mais est-ce que ceci est vraiment possible ? Voilà. Alors, en fait, finalement, il y a 3 grands leviers sur lesquels je voulais revenir, qui s'appliquent d'ailleurs aux passagers et aux fret, pour essayer d'approcher cet objectif. Le premier, c'est le mix énergétique, il a été évoqué. Alors Nicolas citait tout à l'heure pour Renault le nombre de PR qu'il fallait. Moi, j'ai fait mon petit calcul de coin de table avec l'Académie. Si on voulait électrifier, j'allais dire l'ensemble de l'immobilier en France, il faudrait à peu près 40 EPR. Alors vous pouvez transformer ça en éolienne, etc. Donc on voit bien quand on regarde le programme du gouvernement que c'est à peu près impossible. Donc, mais néanmoins,
Je dirais, si on arrive à faire un tiers du chemin là-dessus, c'est super. Le deuxième levier, c'est l'efficacité énergétique, finalement, de l'ensemble des modes de transport. Et ça s'applique à tout le monde. Et là, je trouve que c'est là que l'IA et les technos permettent de faire plein de choses. Et pour tenir cet objectif, il faut vraiment faire feu de tout bois. Alors, je voulais en citer quelques-uns. D'abord, il y a des choses qui sont possibles. Si je prends l'avion, depuis 60 ans, on a divisé par 4 les émissions de CO2. Voilà. Sur la voiture, c'est moins vrai parce qu'on a des voitures plus grosses, plus lourdes. Mais donc c'est possible. Le premier point, c'est l'optimisation de la trajectoire. Donc ça a été évoqué tout à l'heure sur le train. Moi, j'avais voulu équiper tous les conducteurs de TGV effectivement de systèmes de retour qui leur disent comment optimiser la trajectoire géographique, comme ça a été évoqué effectivement pour diminuer. On arrive à diminuer de 10 à 20%. Sur l'avion, on avait travaillé quand j'étais à la CITA avec Transavia. Sur des systèmes d'analyse de la boîte noire qui, pour chaque avion, permettent de dire, et chaque avion est différent, comme chaque train est différent, de dire voilà comment est-ce que je dois faire mon décollage et mon atterrissage. Le décollage, c'est la partie qui va émettre le plus de CO2 en fonction de l'avion et d'aider finalement le pilote à optimiser là aussi son émission, et on arrive à peu près à 20%. Donc on peut effectivement optimiser la trajectoire, et c'est évidemment vrai sur votre conduite automobile. Le deuxième point, c'est l'optimisation d'itinéraires. Alors nous, chez Michelin, on a des services qu'on vend aux flottes d'optimisation d'itinéraires et d'information effectivement sur la conduite du véhicule qui vont permettre aux conducteurs là aussi de diminuer de façon importante, jusqu'à 20%, là encore, leurs émissions. On a parlé de la gestion des perturbations. Je ne sais pas combien nous a coûté Heathrow la semaine dernière. Mais on sait très bien que le vol des avions, par exemple, au-dessus de l'aéroport en situation de congestion, augmente énormément. Enfin, ça, je crois que c'est 20% des émissions. Oui, ceux qui ont fait carrément demi-tour. Voilà. Et on avait travaillé, moi j'avais travaillé avec l'aéroport de Singapour, qui se trouvait tout petit au milieu de plein de systèmes. Et donc, je reviens sur cette affaire de multimodalité et d'acteurs différents. Comment donner de l'information, finalement, que l'aéroport donne de l'information aux différents avions qui atterrissent, pour leur dire, écoutez, là, je suis complètement congestionné, donc au lieu de tourner pendant 20 minutes, vous allez ralentir votre vitesse, dans la mesure où c'est possible, pour optimiser à la fois les moyens au niveau de l'aéroport et optimiser les trajectoires de CO2. Et ça nécessite d'aller regarder la météo, parce qu'il y a l'effet papillon qui fait que la perturbation d'Heathrow a un impact sur, alors je ne vais pas parler de Orly ou de Roissy, mais forcément sur des aéroports bien plus loin, et donc d'intégrer l'ensemble des données de tous les systèmes pour être capable de faire ça. Donc pour ça, il faut de l'IA. Il faut des bases de données extrêmement importantes. Il faut l'ouverture des systèmes d'information entre partenaires. Ça a été beaucoup évoqué. Et c'est vrai dans le ferroviaire, c'est vrai dans l'aérien, c'est vrai en multimodal. Mais il y a effectivement plein de choses qui sont possibles. La maintenance prédictive, là aussi, effectivement, nous, on met des puces dans les pneus Michelin pour être capable, là aussi, d'anticiper et de permettre en cible de réduire les émissions. Donc en fait, on a toute une série de technos qui utilisent à la fois l'Internet des objets, l'IA, l'utilisation de la donnée partagée, pour être capable, sur tous ces systèmes, d'améliorer. Et encore une fois, je reviens sur l'enjeu. Enfin, il faudrait qu'on arrive à faire le tiers du chemin, c'est-à-dire effectivement pratiquement diviser par 2 les émissions grâce à ces aspects d'IA. Et il y a des solutions, mais elles nécessitent que chacun d'entre nous, effectivement, les mette en œuvre. Oui, que tous les acteurs s'y mettent. Alors justement, autre secteur dont on a un peu moins parlé, c'est le transport maritime. Mais Seva Logistique ne fait pas que du transport. Enfin, vous êtes évidemment, bien entendu, à terre aussi. Olivier Storch, directeur général adjoint finance et transformation chez Seva Logistique. Aujourd'hui, alors dites-nous un peu en quelques mots ce que fait Seva Logistique, parce que je pense qu'on connaît la marque comme ça, mais savoir exactement où vous intervenez dans les ports à l'international. Et puis, comment vous voyez les attentes des clients, justement, par rapport au transport de marchandises ? Oui, merci Frédéric. Bonjour à tous. Alors, Seva Logistique, en quelques mots, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde nous connaisse. On est le premier logisticien français. On appartient à la galaxie du groupe CMA-CGM. On est le 4e logisticien mondial aujourd'hui. On a en fait 3 métiers. On fait du transport international, aérien, maritime. Ça peut être aussi de la barge, ça peut être du train. On fait pas mal de trains entre l'Asie et l'Europe, dont on parlait tout à l'heure. On a un deuxième métier qui est transporteur domestique routier. On a à peu près 20 000 camions sur les routes tous les jours.
Et on a un troisième métier qui est logisticien, c'est-à-dire qu'on gère aujourd'hui plus d'1 millier d'entrepôts dans le monde. Voilà, on a 50% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé en Europe, 50% hors d'Europe, et 15% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé en France. Et on est présent sur plusieurs industries. On est, je pense, le plus grand logisticien pour le monde de l'automotive, pour le monde de l'aéronautique, pour le monde du projet industriel. Donc on est très présent dans cette sphère industrielle. On est également très présent dans le monde de la santé, dans le monde de la cosmétique, de la beauté, etc. Alors, pour répondre à votre question, Frédéric, j'ai envie de dire que alors d'abord, ce que nous demandent nos clients, donc nos clients sont ce qu'on appelle des chargeurs, hein, des grands manufacturiers ou des retailers internationaux. Alors, dans le monde actuel, j'ai envie de vous dire que les deux premières choses qu'ils vont nous demander, c'est d'abord l'accès au marché et la sécurité de leurs approvisionnements. Et je pense que c'est extrêmement important. Hein. Si on fait un zoom en dehors de ce qui se passe en France, voire en Europe aujourd'hui, nos clients sont quand même inquiets. Aujourd'hui, le commerce mondial est très impacté par les problématiques de géopolitique. Est-ce que les navires chinois qui escalent dans les ports américains vont avoir une pénalité de $1 million le mois prochain? Voilà, ça c'est la question qui intéresse beaucoup nos clients, sachant que si c'est le cas, ça sera un ressaut de $800 par boîte, par escale dans un port américain, sur un prix Asie-Europe aujourd'hui de $2 000. Donc ça vous donne une idée de l'impact. Donc la première chose que nous demandent nos clients, c'est l'accès au marché, comment on sécurise ça. La deuxième chose qu'ils nous demandent, c'est effectivement le TCO. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure avec Renaud. Et donc le TCO, il est impacté par le verdissement ou pas du transport. Alors sur cette question de développement durable, nos clients, ils ont un peu une injonction paradoxale. Ils sont eux-mêmes soumis à des injonctions paradoxales. D'un côté, ils nous demandent d'être vertueux. Ça veut dire très concrètement, est-ce que vous avez un engagement SBTI pour que je travaille avec vous? Quelle est votre notation EcoVadis? Est-ce que vous appliquez le devoir de vigilance? Alors bien évidemment en France, hein, pour tous les dirigeants français dans cette salle, mais est-ce que vous appliquez le devoir de vigilance également aux sous-traitants de rang 3 dans l'industrie textile au Bangladesh? Donc voilà ce qu'ils nous demandent. Et en même temps, je crois que je discutais avec un chargeur juste avant le début du petit déjeuner qui me disait la semaine dernière, les achats ont retoqué un transport France-Espagne ou France-Italie parce que c'était en baissant et c'était 7% plus cher. Et donc, on est souvent confronté, au-delà de la réponse à un certain nombre d'obligations, à une problématique qui est que, et surtout quand le marché est compliqué aujourd'hui dans beaucoup de secteurs, le transport plus écologique, c'est un transport plus cher, c'est un transport qui nécessite plus d'investissement, donc plus de maturité dans les contrats. Alors, il y a des industries qui se le permettent ou qui peuvent se le permettre. Hein. C'est le cas de toutes les industries, j'ai envie de dire, du luxe qui sont plus en pointe sur ce sujet, de la santé qui sont plus en pointe, de l'aéronautique compte tenu d'une plus faible concurrence. Mais quand vous êtes dans des industries qui sont beaucoup plus compétitives et pour lesquelles vraiment ce TCO est un enjeu, on parlait de l'industrie automobile, mais je peux en citer beaucoup d'autres, il y a toujours un équilibre à avoir entre l'exigence de durabilité et ce que vous pouvez vous permettre. Allez, Alexandre Gallo chez DB Cargo, sur quoi vous travaillez justement pour décarboner encore davantage le transport par fret ferroviaire notamment? Alors c'est vrai qu'on a mis du temps à réagir parce qu'on s'estimait déjà décarboné. Et quand on s'estime déjà décarboné, on se dit on n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Alors d'abord, le fret ferroviaire roule souvent la nuit et donc on est extrêmement complémentaire en termes de consommation électrique sur la production, notamment en France, de l'énergie nucléaire. Et donc on vient nous compléter finalement cette consommation la nuit au moment où les Français ne consomment pas d'énergie, au moment où l'industrie consomme moins d'énergie. Donc c'est probablement un des gros avantages que nous avons.
On travaille également beaucoup sur les carburants alternatifs aujourd'hui, puisque si une grosse partie du réseau ferroviaire, un peu plus de la moitié, est électrifiée aujourd'hui sous caténaire, il n'en demeure pas moins que, je crois, Paul, de mémoire, c'est 45%, je crois, des lignes qui ne sont pas électrifiées. Donc il faut qu'on tourne avec de l'énergie diesel ou avec de la batterie. Bon, le problème de la batterie, c'est qu'aujourd'hui, sur un train qui tire 2000 tonnes de marchandises, la batterie, elle ne dure pas très longtemps. Donc on est obligé d'avoir des offres alternatives, et notamment des carburants, alors soit des carburants de synthèse, soit des carburants qui proviennent de recyclage, alors que ce soit le HVO, que ce soit l'oléosan, qui sont aujourd'hui relativement répartis. Mais, comme l'a souligné très justement Olivier, la problématique, c'est le coût. C'est que sur les carburants alternatifs aujourd'hui sont plus chers que les carburants provenant de l'énergie fossile. Ça veut dire qu'il faut que le client chargeur accepte à un moment de venir décarboner sa chaîne. Il y a des clients pour lesquels la décarbonation du transport est extrêmement importante parce qu'ils ont des modes de production qui sont des modes de production polluants. Les aciéristes, l'automobile, souvent, a recours au transport ferroviaire parce qu'il n'est pas tout le temps facile de venir complètement décarboner, pour l'instant, la production industrielle. En revanche, beaucoup de chargeurs nous disent « Moi, je veux décarboner, mais je ne veux pas payer plus cher ». Voilà. Et pour l'instant, on se heurte à une problématique dans l'utilisation de ces carburants de synthèse, de la capacité de l'industrie à nous délivrer en quantité suffisante avec un coût de production ou un coût d'utilisation, en tout cas pour nous, qui soit équivalent à celui d'aujourd'hui des carburants en provenance de l'énergie fossile. Alors, il n'en demeure pas moins qu'on fait aussi beaucoup de travail sur l'éco-conduite, puisque effectivement, le gros avantage d'un train de fret par rapport à un train de voyageurs, c'est que finalement, il est peu souvent en traction, parce que quand vous commencez à lancer un train qui est 2000 tonnes derrière, il court très souvent sur son aire, et il n'a pas forcément besoin de tirer beaucoup d'énergie sur le réseau en permanence. Donc on adapte effectivement la conduite en fonction de la configuration du terrain, et aujourd'hui, la plupart des entreprises ferroviaires, les conducteurs ont des tablettes sur lesquelles ils ont le profil de la ligne et sur lesquelles ils peuvent adapter l'accélération et la décélération en fonction du profil de ligne. Donc on travaille sur ces leviers-là. Et puis malheureusement, pour répondre à Barbara Dalibard, je dirais que si aujourd'hui le transport routier de marchandises utilise des logiciels de routing pour pouvoir améliorer leur tournée, en tout cas pour beaucoup de conducteurs, de transporteurs routiers étrangers et pas français nationaux, ils l'utilisent surtout pour contourner les péages en France. Ça, c'est la réalité. Oui. Alors, Paul, justement, sur ce paradoxe qu'on évoque, il faut renforcer cette dynamique autour du fret, mais la décarbonation, on sent que c'est un levier, mais en même temps, Olivier le dit aussi, c'est une contrainte. Comment vous inscrivez justement cette dynamique avec SNCF Réseau ? Finalement, quand on prend un peu de recul par rapport au transport de marchandises, le véritable enjeu, c'est celui de la longue distance. Le mode routier sur la longue distance n'a pas encore inventé une solution qui lui permettra de fonctionner de bout en bout, tout en étant décarboné. Ça arrivera peut-être dans un avenir lointain, mais aujourd'hui, on ne sent pas une solution mûre. En tout cas, une solution mûre 100% routière. La solution qui semble la plus accessible et qui existe déjà, c'est le transport rail-route, où la route est présente au début et à la fin du transport, même s'il y a plusieurs milliers de kilomètres entre les deux qui se font par voie ferroviaire. C'est un changement complet de paradigme pour le routier, mais également pour le ferroviaire. Ça veut dire des trains qui parcourent des distances beaucoup plus importantes que par le passé, qui sont plus fréquents, qui circulent par exemple tous les jours ou plusieurs fois par jour sur le même itinéraire, plus internationaux, et également plus concentrés sur certains axes et sur certains créneaux horaires. Typiquement, on part le soir, on arrive la nuit. Donc pour nous, l'accompagnement de la décarbonation des transports, quand je dis nous, je dis le secteur ferroviaire, c'est précisément être en mesure d'accueillir cette demande très forte qui est là, parce que les chargeurs sont sensibles à cette question de la décarbonation,
accueillir tous ces nouveaux trains qui sont liés au transport combiné. Et l'enjeu est énorme. Un train de fret, c'est 9 fois moins de CO2 qu'un poids lourd. Il y a un autre sujet dont on ne parle pas tellement. La sécurité est nettement améliorée quand on passe sur le ferroviaire. Je crois que c'est 85 fois moins d'accidents par voie ferroviaire que par voie routière. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour accueillir cette nouvelle demande qui est très forte, et en France et en Europe? Eh bien, on peut adapter l'infrastructure pour faire en sorte que précisément sur ces axes qui sont très demandés, sur ces horaires qui sont très demandés, on puisse accueillir plus de trains de fret. La semaine dernière, le ministère des Transports a publié un rapport qui a été construit conjointement par les opérateurs, dont Alexandre, par les services de l'État et par SNCF Réseau, avec un plan qui planifie 4 milliards d'investissements sur les 10 prochaines années pour le fret ferroviaire. Et une très grosse partie de ces 4 milliards d'investissements sont précisément destinés à essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de place pour ces nouveaux trains du transport combiné. C'est également à infrastructure constante essayer de faire en sorte qu'on optimise la place qui est réservée au fret ferroviaire par rapport aux voyageurs, par rapport aux travaux. Et les outils numériques nous permettent d'être beaucoup plus efficaces en la matière. Et puis c'est également un très gros travail sur la ponctualité, parce que ces nouveaux trains, entre guillemets, ces trains du transport combiné longue distance, sont quand même très sensibles aux horaires, très sensibles à la ponctualité, plus que les trains historiques de l'époque des 30 Glorieuses. Et donc, de ce point de vue, on est en train de changer nos process collectivement avec les opérateurs, notamment pour faire en sorte que les trains partent à l'heure. Parce que la meilleure façon de faire en sorte qu'un train arrive à l'heure, c'est qu'il parte à l'heure. C'est d'abord qu'il parte à l'heure. Voilà. Merci Paul. Perrine, justement, c'est aussi une question d'aménagement du territoire. Alors vous l'avez dit déjà sur la partie accès, mais c'est vrai. Alors vous réagissez par rapport à ADP Orly, mais là il y a un gros travail aussi à faire de ce côté-là. Oui, alors déjà, côté transport aérien, on a un sujet majeur qui est quand même l'acceptabilité de notre activité. Pour vous donner un exemple, l'aéroport d'Orly est soumis à un couvre-feu depuis 1964, donc on n'a aucun décollage, aucun atterrissage entre 23h30 et 6h, ce qui est quand même déjà très restrictif en termes de modèle. Et entre 2023 et 2024, on a eu pas moins de 5 propositions de loi qui proposaient d'étendre ce couvre-feu, et la plupart portées par des élus ou soutenues par des élus locaux. Donc on voit bien que vis-à-vis de nos territoires, on a un enjeu d'acceptabilité majeur, et qu'aujourd'hui, la thématique de l'emploi, qui était peut-être celle aussi qu'on abordait, je dirais, de manière assez naturelle avec nos territoires d'emprise, ne suffit plus à justifier notre activité. Les demandes aujourd'hui des territoires, elles portent sur plusieurs sujets. Un, la réduction de nos impacts, et notamment du bruit. Donc Olivier Mazzucchelli en parlait tout à l'heure avec les efforts qu'on fait sur le renouvellement des flottes, qui est un effort majeur. Mais la question que les territoires nous posent aujourd'hui, c'est: vous êtes un acteur industriel majeur, comment je peux bénéficier en fait de votre valeur ajoutée? Quelle valeur ajoutée aujourd'hui vous pouvez apporter à mon territoire? Et donc, c'est ce que vous disiez, la valeur ajoutée, c'est de transformer aussi l'aéroport en aménageur du territoire. Et ça peut prendre plusieurs aspects. Je parlais tout à l'heure de l'arrivée de la ligne 14 et de la gare multimodale à Orly. La question, c'est comment aujourd'hui des territoires enclavés autour de l'aéroport peuvent bénéficier de l'accès à ces transports en commun, et donc à un accès simplifié sur Paris. Ça, c'est aussi une question qui nous est adressée et à laquelle nous devons répondre. Il y a le sujet de l'énergie aussi qui est majeur. Côté Orly, on est en train de constituer ce qu'on appelle un hub énergétique. Donc on veut décarboner et se libérer des énergies fossiles. Donc on a déjà un puits de géothermie. On est alimenté à hauteur de 30% par la chaleur de l'incinérateur de Rungis. On a des projets de méthanisation, on développe le photovoltaïque. Et aujourd'hui, la question des territoires, c'est comment nous aussi, on peut bénéficier de cette énergie décarbonée qui est à nos portes, que vous produisez. Donc on avait une logique de producteur d'énergie pour nos propres moyens. On va devenir distributeur d'énergie à destination de nos territoires. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'acceptabilité en fait de notre activité passe par un changement de modèle, un changement de paradigme, un changement de culture, et on ne peut plus penser aujourd'hui l'aéroport comme une forteresse positionnée au milieu d'un territoire, mais en fait comme un acteur industriel qui vient irriguer et apporter de la valeur ajoutée.
Donc, on voit toute l'importance aussi de l'innovation aussi qu'il faut avoir au niveau de cet aménagement des territoires. L'innovation aussi, c'est au cœur de votre activité, Olivier, dans le transport de marchandises, parce que on le voit, et d'ailleurs le groupe CMA investit même dans le quantique, investit dans l'intelligence artificielle. Comment vous travaillez avec ces technologies pour décarboner encore plus ce transport? Ça a été dit tout à l'heure, notamment par Barbara. On va utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer l'optimisation de nos plans de transport, pour améliorer les problématiques de consommation, que ce soit sur les bateaux, d'ailleurs, ce n'est pas uniquement les motorisations. Vous avez probablement vu que sur les porte-containers les plus récents, notamment les plus de 18 000 boîtes, on a ce qu'on appelle des wing shields, qui sont positionnés de manière à limiter la résistance du vent et donc à limiter la consommation qu'on va avoir sur ces navires. Après, juste deux observations complémentaires. La première, c'est que c'est beaucoup d'investissements et dans les débats qu'on a eus, il y a une question quand même qui est sous-jacente, qui est quelle est la bonne technologie? Or, la bonne technologie, elle n'est pas toujours évidente. Je reviens sur la question des navires porte-containers. Le groupe CMA-CGM, il a investi plus de 18 milliards dans des bateaux à plus faible émission. Il a fait le choix notamment du LNG et de tout ce qui est biométhane, bioéthanol. Mais aujourd'hui, on se pose des questions sur les SMR, c'est-à-dire les petits réacteurs nucléaires pour ces bateaux, sur l'ammoniac. Donc on se pose beaucoup d'interrogations sur quelle est la bonne énergie aujourd'hui. Quand bien même on l'aurait trouvé, ça a été dit par Frédéric Pichard en introduction, il y a quand même une problématique de disponibilité de cette énergie. Aujourd'hui, il n'y a pas de production suffisante sur le biométhane pour alimenter les soutes de tous les porte-containers qui sont normalement prévus dans les carnets de commandes des 3 grands armateurs mondiaux. Donc la disponibilité est une autre difficulté. Et puis derrière, on a un dernier sujet qui est l'harmonisation des régulations. Ça a été dit tout à l'heure sur From Cradle to Grave, s'agissant de l'électrique. Nous, il y a un sujet qui nous passionne chez CEVA, c'est le recyclage, ou en tout cas la logistique qui va entourer les batteries des véhicules électriques, puisque dans nos calculs, on va être confronté à partir de 2028 à des millions de batteries électriques à tester, rétrofiter ou recycler en Europe, les plus anciennes étant les batteries des Zoé ou des premières générations de Tesla. Mais ça va être une croissance exponentielle. Aujourd'hui, pour vous donner une illustration, la Commission européenne ou les États européens ne sont pas alignés sur la question de savoir si une batterie est un déchet ou pas. Et donc, en fonction du pays, si vous avez un déchet, par exemple, et que vous avez des usines de recyclage qui sont, mettons, par exemple, en Belgique, et que la batterie est en Allemagne, transporter un déchet d'un pays à un autre, ce n'est pas du tout la même chose que de transporter une marchandise d'un pays à un autre. Donc, on a besoin d'une structuration et d'une simplification pour aller plus loin là-dedans. Donc, pour résumer, on fait beaucoup, mais il y a des interrogations sur la technologie et la régulation court également derrière ces questions technologiques. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles vous devez plancher, Barbara Dalibard, au sein de l'Académie des technologies. C'est vrai, ce qu'on vient de dire là, je sais pas, peut-être une réaction. Puis même, vous êtes aujourd'hui présidente du conseil de surveillance de Michelin. Là aussi, il y a beaucoup d'innovations qui sont très industrielles, sur les pneus, par exemple. Oui, alors chez Michelin, c'est une boîte technologique. Et donc l'objectif, c'est de mettre cette techno à la disposition de l'ensemble de nos clients. J'ai donné quelques exemples pour réduire les émissions. Alors, le premier point, chez Michelin, c'est la qualité du pneu avec la résistance au roulement. On n'en a pas parlé, mais avec une faible résistance au roulement, vous pouvez réduire de 20% votre consommation. Voilà. Donc, améliorer cette résistance au roulement sans faire de compromis sur la sécurité, c'est ça l'équation un peu compliquée, c'est absolument fondamental et on est là-dessus, effectivement, avec des plans d'amélioration drastiques. Le deuxième point, c'est typiquement avec l'innovation, on parlait des voiles, le Vélic pour le cargo.
Nous, on y croit. Donc, vous avez vu les voiles Wizamo, là. Donc, effectivement, ça permet là aussi de réduire la consommation. Et puis, dernier point, par exemple, on utilise alors des imprimantes 3D métalliques pour faire des moules qui permettent d'avoir des pneus qui s'usent moins. Enfin, en tout cas, quand ils s'usent, continuent à être extrêmement performants. Donc, ça permet effectivement d'avoir un meilleur TCO. Et pour les camions, je dirais d'avoir un deuxième pneu qui va se découvrir une fois que le premier sera usé. Donc, le rechappage et tout, enfin, des technologies derrière qui permettent effectivement, là aussi, de limiter la consommation et la consommation de matières premières. Un des chantiers majeurs pour nous, c'est la réutilisation dans le pneu de matières recyclées. Ça, c'est un truc extrêmement compliqué. Le pneu, c'est 200 composants chimiques, dont certains, je dirais, se mettent en œuvre. On ne sait pas encore complètement comment. Et donc, arriver à réinjecter des matériaux anciens, c'est un vrai challenge. On a un objectif, effectivement, d'être à peu près à 40% de réutilisation en 2030. Et puis enfin, derrière, c'est comme Renault, on se soigne. Alors pour se soigner, c'est comment on peut réduire pour chaque usine la consommation. On a des presses, vous savez, un pneu, ça se chauffe, ça se cuit. Donc les presses qui étaient des presses à vapeur, qui sont aujourd'hui majoritairement des presses à vapeur, on les remplace par de l'électrique. Au passage, ça veut dire qu'il faut quand même quelques centrales pour faire de l'électrique à proximité. Donc on travaille beaucoup là-dessus. On travaille aussi sur notre supply chain. Et là aussi, comme Renault, c'est comment je vais arrêter de transporter des pneus d'un bout à l'autre de la planète pour être capable de répondre à des besoins spécifiques. Donc, comment on régionalise d'une certaine façon en mettant les usines là où sont les clients. Donc ça, c'est un point fondamental. Donc on a toute une série d'actions de ce type-là dans lequel on utilise l'ensemble des technos pour je dirais, permettre à nos clients d'être plus efficaces, mais aussi nous-mêmes réduire nos consommations. Donc c'est un axe majeur. Et alors, je voulais juste dire un truc à Paul, parce que là, je reprends ma casquette Académie des technologies. Il y a Patrick Pellata, qui est notre président, et qui m'a bluffé, parce qu'on parlait beaucoup de ces histoires de mobilité. Et lui, son rêve, il faut avoir un rêve, et un rêve, me dit-il, qui est faisable à court terme avec un bon TCO, c'est pour les camions de mettre un rail le long de l'autoroute qui lui permette de de recharger la batterie, et d'utiliser la batterie pour les 100, 200, 300 derniers kilomètres. Et il a fait tous les calculs, et je lui fais assez confiance parce qu'il fait ça très bien, qui lui permettent effectivement de montrer que c'est rentable et que ça coûte pas si cher d'aller équiper une voie d'autoroute effectivement de ce type de rail, et de permettre donc de rendre complètement décarboné le fret. Et qui se recharge pendant qu'il roule. Donc le camion, alors il paraît que les camions, alors moi je suis pas experte là-dessus, les camions, il paraît que les flottes se renouvellent assez fréquemment, tous les 6-8 ans. Donc ça permet effectivement d'avoir des systèmes qui donc se pluguent le long du rail sur le passage sur les autoroutes. Alors, il faut payer un peu de fret, un peu de péage. Et puis derrière, effectivement, d'utiliser la batterie, et que les batteries actuelles permettent effectivement de faire les 100, 200, 300 derniers kilomètres. C'est les circuits électriques voilà, de jeu de Trans France. D'après Patrick Pellata, c'est extrêmement efficace, et c'est ce qui coûterait le moins cher pour décarboner l'ensemble du fret. Voilà. C'est intéressant de regarder cette solution. Damien Ferraro, un dernier mot là pour conclure un peu sur cette table ronde, sur la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales, en conclusion. Oui, alors, en fait, il y a 2-3 points dont on n'a pas vraiment parlé qui, pour moi, sont importants. Sur la partie maritime, on a, depuis cette année, une redéfinition des alliances. Et on a une revisite des routes maritimes qui va être faite à travers ça. On a le sujet de la route nord entre l'Asie et l'Europe, qui va quand même aussi réduire de 20 à 30% le temps d'acheminement. Pour moi, ça, c'est un point important. On a un sujet également autour de toutes les... j'ai envie de dire, toute l'intégration verticale que fait très bien CMA-CGM, qui va permettre de répondre aux enjeux de maîtrise totale de cette chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire que quand on est propriétaire du bateau, quand on est propriétaire du warehouse, quand on est propriétaire du camion, on est en capacité de livrer de A à B en porte-à-porte. Et ça, c'est une attente aussi des clients qui me semble importante. Après, on a une adaptation aussi des compagnies maritimes sur les bateaux. C'est-à-dire qu'on était sur le plus gros, on est mieux c'est parce qu'on réduit justement le TCO par boîte.
Mais avec le transport vélique, on a des bateaux qui sont de plus en plus petits, mais qui permettent également d'aller au plus près des chargeurs. Et donc, finalement, d'accéder et de permettre une réduction des congestions des grands ports, parce qu'on est sur des ports secondaires. Et d'ailleurs, on voit que les grands ports, Singapour, Los Angeles, ont investi dans des ports secondaires. Aujourd'hui, on a un partage de données des ports de Californie pour permettre d'éviter cette congestion et de faciliter cette fluidification. Après, sur les ports, on n'a pas beaucoup parlé des ports, mais c'est extrêmement important. On a un sujet également d'intermodalité, toute facilitation aujourd'hui d'intégration du rail avec la technologie dans les ports qui va permettre de faciliter cette intermodalité. Donc on a d'un côté Hambourg, Rotterdam, encore une fois Marseille, qui ont ces terminaux ferroviaires, mais qui utilisent la technologie pour fluidifier tout le passage d'informations, d'une donnée, d'un acteur. Alors il y a toujours les fameux PCS, les Port Community Systems, avec des acteurs français très bons comme Sogет ou MGI. Mais il y a un gros travail à faire sur tout ce qui est partage de cette donnée entre les différents acteurs des ports, les compagnies maritimes, qui va permettre cette visibilité et d'éviter cette congestion et de fait réduire cette carbonation. Bien, merci à vous. Là, on a un peu dépassé les horaires. Voilà, évidemment, il y a beaucoup de choses à raconter sur tous ces sujets. On attend déjà une version 2 de cette mobilité de demain pour voir un peu quelles seront les avancées en un an. Merci encore une fois à nos intervenants, ceux de cette table ronde. Et merci à vous. On n'a pas trop le temps de prendre des questions. Donc voilà, si vous avez quelques questions à poser, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos intervenants. Merci encore.